Bonjour à tous. La situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest reste l'un des problèmes les plus urgents du Cameroun, selon le président de la République. Le président de la République, le chef de l'État, Paul Biya, fait savoir que l'activité criminelle continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans ces régions. Paul Biya constate que les diverses mesures gouvernementales prises jusqu'ici n'ont pas favorisé la fin des violences meurtrières. Face à la résistance des groupes armés séparatistes, le chef de l'État promet dans un ton martial de les combattre pour protéger les concitoyens camerounais. Après s'être félicité de la tenue du grand dialogue national, Paul Biya brandit l'adoption de la loi sur le bilinguisme et le statut spécial comme des solutions aux aspirations profondes des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Selon le chef de l'État, l'application égale de l'usage du français et de l'anglais doit renforcer le caractère bilingue du Cameroun et le fameux statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest prend en compte les spécificités du sous-système éducatif anglophone, la common law et de la chefferie traditionnelle dans cette partie du Cameroun. Entre l'option militaire et le statut spécial 2020, est-elle l'année de l'apaisement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Rien n'est moins sûr. Au moment où des voix s'élèvent pour critiquer la forme de l'État et contester les résultats de la dernière élection présidentielle, le chef de l'État réagit pour la première fois dans son discours à la nation, s'adressant aux activistes de la diaspora camerounaise, à certains partis politiques de l'opposition et la société civile. Paul Biya leur fait savoir que les réseaux sociaux et des organes de presse ne peuvent rien changer au résultat d'une élection qu'il juge libre et transparente. Il critique ainsi ses adversaires politiques qui s'engagent dans les manifestations illégales, les violences et attaques personnelles et haineuses. Malgré le contexte sécuritaire préoccupant, le chef de l'État a réitéré sa détermination à organiser les élections législatives et municipales en février 2020 afin d'animer la vie démocratique au Cameroun. Comment expliquer ces multiples entraves aux principes démocratiques et arrestations des leaders politiques dans un pays où le chef de l'État dit pourtant être ouvert au débat démocratique? Ces questions se posent au moment où le chef de l'État a tenu à faire un bilan sur le plan social. Le chef de l'État qui a surpris tout le monde, car il n'a cité aucun fait concret s'agissant du progrès social, mais pour lui, des preuves ont été apportées durant l'année écoulée et l'objectif du gouvernement reste d'améliorer les conditions de vie des concitoyens camerounais et à terme d'éradiquer la pauvreté. Alors que 3 régions du Cameroun ont été déclarées zones économiquement sinistrées, le chef de l'État affirme que la croissance a repris, l'inflation est maîtrisée, les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus et la dette publique reste soutenable. Dans son élan d'optimisme, le président Paul Biya envisage même une croissance à 4% pour 2020 qui devrait permettre, selon lui, de rester sur la trajectoire de l'accès à l'émergence en 2035. Malgré l'échec du DSCE entre 2009 et 2019, une nouvelle stratégie de développement a été annoncée pour 2020 et 2030 et des questions se posent également à travers l'annonce faite par le chef de l'État. Un Cameroun nouveau peut-il prendre forme dans un contexte où le pays est en plein redressement économique sous la supervision du FMI et d'autres bailleurs de fonds? Les indicateurs économiques sont-ils au vert pour espérer une émergence durant cette nouvelle décennie 2020-2030? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des invités de haut vol sur ce plateau de droit de réponse, première édition de l'année 2020. Et pour cette édition de droit de réponse, je reçois le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdjing. Bonjour et bonne année 2020. Merci, bonne année à vos fidèles téléspectateurs, bonne année à tous les copanélistes. Mon souhait également, comme tous les Camerounais l'ont manifesté lors du grand dialogue, que la paix et, il faut le dire, la sécurité et la concorde continuent à régner entre nous Camerounais. Vous êtes membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Merci d'être avec nous C'est moi qui vous remercie. Ce dimanche. Et juste en face de vous, Maître Lavoisier Tsapi, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour aux co-panélistes. Et bonne année à vous.
Bonne année Cédric et bonne année à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir renouvelé pour moi de revenir ici et de participer à vos débats. Je souhaite, comme l'a dit le professeur, le vœu ardent que notre pays retrouve la paix. Mais le professeur sait que pour que notre pays retrouve la paix, il faudrait que son président accepte qu'il est fatigué et qu'il quitte le pouvoir. Vous êtes Ce serait avocat au barreau la du chose Cameroun la mieux partagée et la mieux souhaitée par les Camerounais. et membre du conseil juridique du SDF. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur ce plateau Droit de réponse, l'un des éditorialistes au quotidien La Nouvelle Expression et consultant sur Droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, bonne année. Je souhaite une bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission et je leur prie de beaucoup prier pour le Cameroun à l'aube de cette année nouvelle. Et pour cette première édition de Droit de réponse pour l'année 2020, je reçois également sur ce plateau Fa Elvis Taillon, représentant le MRC et ses alliés sur ce plateau. Bonjour Fa Elvis. Bonjour Cédric, bonjour à toutes mes co-panélistes. Je peux dire bonjour et pas la fête de bonne année parce que l'année n'est pas bonne. La manière que ça commence, ça veut dire que ce n'est pas de tout bon au niveau de ce qui se passe dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Mais dire également condoléances à la famille du secrétaire de fédération départementale de MRC, Benoît West. Il avait décidé hier, c'est M. Mohamedou Dodo. Bon, on dit du courage à sa famille. Et juste pour dire salut à le président élu, professeur Maurice Kamdou. Nous allons dans cette émission, la première de l'année 2020, rester sur le discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2019. Le président de la République, Fa Elvis Taillon, qui dit que l'un des problèmes majeurs du Cameroun reste la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République parle d'une activité criminelle qui continue de perturber la vie sociale et économique dans cette partie du Cameroun. Est-ce que c'est le même constat que vous faites aujourd'hui? Well, when we look at that speech to us, we are more concerned with the utterances made by the president-elect on the 31st of December. We are more concerned with the fact that his preoccupation has been on the issue of the resolution for the crisis in the northwest and the southwest region. And of course, you get to understand clearly that all what we get from speeches from wherever it's coming from is just a simple duplication. Because from the onset, in one of our agenda and modus operandi, we have often said no to the war in the northwest and the southwest. Unfortunately, Yaoundé had not been willing to listen and now we are getting back to the same thing. So we think that what is preoccupying us is for the fact that the northwest and the southwest is still in turmoil, explaining why from the beginning of this program I did not bother to tell the people that Happy New Year, but greeting them. Because when you say Happy New Year, it means everything is fine. But when a government decides to let people die for selfish and devilish reasons, it becomes a call for concern, Cedric. And that's why you see us talk in such a way that when we look at the speech of the president-elect, Professor Maurice Kamdou, on the eve, he stressed on that concern. It is because of that concern that other presidents are mentioning that has led us to where we are today, thereby explaining why our national resistance not to go in for any elections in this country, which the present situation in the northwest southwest stands as I speak now. Mais le chef de l'État, Paul Biya, a déclaré dans son discours que des mesures gouvernementales ont été prises, mais il ne comprend pas pourquoi les jeunes qui sont endoctrinés, selon les propos du chef de l'État, n'ont pas déposé les armes pour bénéficier des perspectives de réintégration sociale. Pourquoi il y a cette résistance dans ces parties du Cameroun avec ces groupes armés, selon vous? Well, if he's reacting on the head of state speech, it will be no news to us at the CRM party or MRC as we call it in French. But our main concern here is that right thing should be done as the president-elect said, that under normal condition, where an inclusive dialogue is put in place, it automatically solves that problem. Inclusive dialogue, Cedric, in the fact that you don't hold a CPDM monologue in Yaoundé and call it a dialogue. Inclusive in the sense that key actors in the conflict must be included.
Of course, you will bear with me as Professor Maurice Kamto says that if you put in place an inclusive dialogue, liberating all political prisoners and those connected to the crisis in the Northwest, Southwest, you begin solving the problem in the Northwest and the Southwest. But failure to do so, Cedric, I tell you, we will be singing a song. That is the reason why in our party we don't want to take the head of state speech as an event. We are looking at the speech delivered by President-elect Professor Maurice Kamto, which has an embodiment of all of this in order to bring an end to the crisis in the Northwest and the Southwest region. Après vous, j'aimerais, Edmond Kangia, qu'on en reste sur le discours du chef de l'État, Paul Biya, qui reconnaît que la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reste préoccupante. Il va même jusqu'à avouer que les mesures gouvernementales prises jusqu'ici n'ont pas calmé les ardeurs de ces groupes armés séparatistes. Comment expliquer cette situation jusqu'ici? Je pense qu'il y a peut-être un gros malentendu entre le chef de l'État et ceux qui sont censés appliquer ces desiderata, et de l'autre côté, en face, ceux qui sont directement concernés par les conflits et qui se trouvent dans les brousses. Pourquoi je parle de gros malentendu? C'est parce que malgré tout ce qui a été fait au Grand Dialogue National, malgré tout le travail qu'on a vu les parlementaires faire à l'Assemblée nationale et au Sénat, malgré l'adoption, la promulgation des lois, y compris celui relatif au statut spécial concédé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la situation ne s'améliore pas sur le terrain. Au contraire, il y a plutôt, on pourrait dire, le retour de la terreur, notamment après le discours du chef de l'État, qui n'a pas été tendre vis-à-vis des Ambazoniens, et notamment de ceux qui auraient décidé ou choisi de ne pas déposer les armes. C'est pour cela que je dis, ce malentendu peut être réglé dans le cadre d'un véritable dialogue inclusif. Et il me semble que la communauté nationale, comme la communauté internationale, a souhaité qu'il y ait une véritable médiation. Notamment la médiation suisse, qui s'est engagée pendant un bon moment à accompagner les responsables du gouvernement et les responsables séparatistes à trouver un consensus pour qu'on puisse déboucher sur le cessez-le-feu. Jusqu'à ce jour, on n'a pas pu déboucher sur un cessez-le-feu. Et c'est la raison pour laquelle les choses sont de plus en plus difficiles sur le terrain. Et je suis très désolé, ou alors j'ai été très surpris de manière désagréable de constater que le chef d'État n'a pas évoqué la médiation suisse, qui a décidé de se remettre en ligne, en lice, pour pouvoir accompagner l'État du Cameroun à régler ce problème. Et d'autre part, il faut dire que le discours du chef de l'État, qui était attendu par les Camerounais de toutes les régions du Cameroun, et en particulier par les Camerounais des régions nord-ouest et sud-ouest, les attentes allaient dans le sens de l'apaisement. Mais nous n'avons pas le sentiment que ce discours a favorisé l'apaisement, parce que le temps était quasi martial. Mais il s'adressait principalement à ces groupes armés séparatistes, Edmond Kangia, en disant qu'il va les combattre pour protéger les concitoyens camerounais dans cette partie du Cameroun, pour ceux qui refusent de déposer les armes et d'intégrer le comité de désarmement et de démobilisation. J'avoue que j'ai apprécié la formule qu'il a utilisée en parlant de combattre. Il a ajouté quelques expressions qui me rappellent les réactions de la communauté internationale. Il a dit ils seront combattus, mais avec mesure et sans faiblesse. Avec mesure et sans faiblesse. Avec mesure parce que le Cameroun a été critiqué longuement par la communauté internationale à cause de la disproportion entre les forces armées et les bandes armées qui écument les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La communauté internationale estimait qu'il y a des exactions, certes, des deux côtés, mais que le fait que l'armée est naturellement très bien armée posait plus de dégâts sur le terrain que les bandes armées. Et c'est la raison pour laquelle l'expression « avec mesure », je la trouve très satisfaisante. Mais maintenant, il faut que sur le terrain, que la réaction de l'armée soit vraiment mesurée. Sans faiblesse, parce que l'État ne peut pas être faible face à une situation sur le terrain, face à un danger qui dure depuis 3 ans. Sauf que, je dois également ajouter pour continuer, c'est que l'État n'a pas besoin d'exprimer qu'il ne sera pas faible. Parce que l'État
ne doit même pas combattre son propre peuple. Parce qu'il ne s'agit pas d'ennemis, d'étrangers qui attaquent le Cameroun. Ce sont nos propres frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. On doit les amener dans cette différence, dans le fait que nous ne nous comprenons pas. On doit véritablement s'asseoir. Je pense qu'après le grand dialogue national, la prochaine étape, c'est la rencontre entre les représentants du gouvernement et les leaders politiques et ou armés de la sécession. Le président de la République, quant à lui, il estime qu'il a déjà trouvé des solutions à ces préoccupations des populations. Avec vous, Maître Lavoisier-Tsapy, lorsque le chef de l'État se félicite de ce grand dialogue national, insistant sur la loi portant promotion du bilinguisme et le statut spécial octroyé à ces deux régions qui, selon lui, prend en compte leur spécificité linguistique, culturelle et juridique. Pour lui, voilà les principales réponses aux aspirations des populations du nord-ouest et du sud-ouest. Maître Lavoisier-Tsapy, vous qui suivez de près l'évolution de la crise anglophone, pensez-vous que ces différentes lois qui ont été adoptées lors d'une session extraordinaire au Parlement répondent aux aspirations des populations du nord-ouest et du sud-ouest? Non, le président de la République lui-même en a donné la réponse dans son discours de fin d'année. Il a tiré le constat selon lequel les résolutions du grand dialogue national n'ont pas apporté l'apaisement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui restent des régions en guerre. Ça voudrait dire que les résolutions du grand dialogue national n'ont pas satisfait aux attentes des populations de ces deux régions-là. Et je voudrais dire que il ne faut pas minimiser la situation dans le sud-ouest et le nord-ouest comme tente à le faire le gouvernement. Parce que le chef de l'État l'a dit, et c'est pour une fois il a dit la vérité, la situation est préoccupante. Quand vous partez de Bamenda jusqu'en Kambé, à plus de 200 km de Bamenda, tous les villages sont vides le long de la route. Vous ne trouvez même pas l'ombre d'une seule poule. Les populations qui vivaient dans ces villages-là, le long de cet axe, sont loin à plus de 20 km dans les forêts. Parce que régulièrement, lorsqu'il y a des affrontements entre l'armée et les combattants séparatistes, ce sont ces populations civiles qui payent le prix le plus lourd. Et je voudrais dire que si le langage des séparatistes a trouvé un terrain fertile dans ces régions, ça veut dire que le gouvernement a préparé le terrain pour que les idées séparatistes soient reçues par les populations et qu'elles y croient. Parce que si le gouvernement avait fait l'effort qu'il fallait pour développer ces deux régions, comme cela était attendu, je pense que le discours séparatiste n'aurait pas trouvé de terrain fertile. Bien, maintenant, lorsque le président de la République vous dit la loi sur le bilinguisme, vous savez qu'elle a soulevé un tollé des avocats anglophones. Les avocats anglophones ont marché à Bamenda pour dire que cette loi ne doit pas être adoptée. Parce que justement, leur crainte, c'est que la mutation des magistrats francophones dans le sous-système anglophone, comme on l'a vu par le passé et qui avait soulevé la grève, ne puisse reprendre. Et qu'on ne retrouve là-bas des magistrats francophones qui ne connaissent pas l'anglais et qui vont juger les anglophones en français. Alors, ils se sont soulevés pour dire que cette loi, elle n'était pas bonne. De toutes les façons, ce n'est pas cette loi qui était attendue pour promouvoir le bilinguisme au Cameroun. La constitution de notre pays dit déjà que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Cameroun. Mais le chef de l'État parle de l'application légale du français, de l'usage du français et de l'anglais dans les institutions publiques et que cela va renforcer le caractère bilingue du Cameroun. Est-ce que vous y croyez? Non, je n'y crois pas parce que quand vous regardez la réalité, c'est les anglophones qui s'efforcent de parler français. Vous verrez rarement des francophones qui se mettent à apprendre l'anglais et qui s'expriment ainsi. Lorsque les anglophones se sont révoltés, on avait constaté que vous prenez un commissariat public dans la ville de Bamenda, 60% du personnel policier, c'est des francophones. Ils arrêtent les gens, parlent français, dressent les procès-verbaux en français, qu'ils envoient au parquet. Et au parquet, vous trouvez des magistrats anglophones. Et on doit envoyer ça au tribunal devant des magistrats anglophones.
qui vont juger des gens sur un procès verbal en français. Un procès verbal dressé dans la langue de celui qui ne comprenait pas ce qu'on lui demandait. Donc ça a soulevé un problème. Moi, je pense que la loi sur le bilinguisme qui tend peut-être à renforcer la pratique de cette langue, je ne vois pas en quoi, parce que le gouvernement avait déjà, vous savez qu'il y a déjà les institutions, les centres linguistiques au Cameroun, dans les 10 régions, qui sont créés par la présidence de la République. Et les centres dans lesquels on encourage les fonctionnaires à aller là-bas apprendre le français et l'anglais. Maintenant qu'on donne un statut spécial, et en même temps on fait une loi pour dire que le français aura égale valeur dans la zone anglophone que l'anglais, vous comprenez qu'il y a problème, et que les anglophones ne trouvent pas ça comme quelque chose de satisfaisant pour eux. De même que le statut spécial accordé aux régions anglophones, il n'a rien de spécial. Est-ce que ce statut spécial enlève ce qu'on appelle gouverneur de région? Est-ce que ce statut spécial fait disparaître les préfets, les sous-préfets dans ces régions-là? Je ne pense pas. Alors, en quoi ce statut est si spécial quand l'administration centrale va continuer à avoir la même mise sur la majorité de ce qui va se faire dans ces deux régions-là? Donc, je pense que le problème reste entier. Et dans la langue bamileke, il y a un proverbe qui dit « Celui qui fuit la bagarre n'est pas forcément le faible ». Le gouvernement n'a pas à bomber les tox. Le gouvernement n'a pas à déployer des militaires, à déployer des stratégies militaires massives contre d'autres Camerounais dans le sud-ouest et le nord-est. Non. Qu'est-ce que ça coûte de mettre Ayoub Sisikou Tabé et autres en résidence surveillée et de négocier avec eux? Ça ne rend pas l'État faible. Alors, c'est bien compris. J'aimerais maintenant avoir la réaction du professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding sur ce discours du chef de l'État. Beaucoup de Camerounais, de nombreux Camerounais pensent que le chef de l'État a reconnu que les mesures gouvernementales prises jusqu'ici n'ont pas réussi à ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et son ton martial est loin de rassurer certains qui estiment qu'il fallait plutôt avoir un ton d'apaisement. Quelle est votre analyse sur le volet concernant la crise anglophone dans le discours du chef de l'État? Oui, moi je voudrais mettre l'accent d'abord sur le soi-disant ton martial. Non, il n'était pas martial. Par contre, je suis d'accord avec vous, nous sommes tous d'accord que le président recherche la paix. You know, the problem of peace is the problem of all of Cameroonians. We want love and peace in our country. Et le problème de la paix ce n'est pas seulement le problème du RDPC, comme l'a dit mon estimé compatriote du MRC. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République est resté lui-même dans deux postures. La première posture, celui de garant de l'intégrité territoriale de ce pays. Conformément à l'article 5 de la Constitution, le président Paul Biya a bien conscience qu'il est celui qui a été porté à la tête de l'État camerounais. Un État, lorsqu'il arrive au pouvoir le 6 novembre 1982, qui est dans la plénitude et la pleine possession de son intégrité territoriale. Et de deux, je crois qu'il y a des interprétations qui peuvent fâcher. Nous avons un processus de paix qui a impliqué tous les Camerounais. Lorsque le président de la République qui a structuré son discours sur trois aspects, l'aspect sécuritaire, l'aspect économique et l'aspect politique, nous sommes ici, il faut qu'on structure aussi ce débat dans le premier aspect qui est l'aspect sécuritaire de son discours. Il est clair qu'aujourd'hui, le processus de dialogue qui s'est opéré est aussi la preuve, et le président l'a reconnu, que nous avons passé une très mauvaise année 2019. De grâce, il ne faudrait pas qu'on soit ici devant une chapelle où nous allons continuer à nous auto-juger ou juger les autres. Moi, je crois que c'est la nouvelle année. Je voudrais que M. Tiapi, qui est en décalage total avec la position du président Foundi, que moi j'ai rencontré,
Vous savez, votre président nous écoute. Ce que vous ne savez pas, et c'est honteux pour vous qui êtes membre du SDF, je vous le dis parce que moi j'ai discuté avec John Fundi. En fait, le statut spécial est une volonté des anglophones. Je suis surpris que vous ne le sachiez pas. Tout simplement parce que, comme l'a dit le chef de l'État, il a commencé à mettre en œuvre les recommandations du grand dialogue national. Et il ne faut pas oublier quelque chose, parce que ne nous égarons pas. S'il y a eu grand dialogue, c'est parce qu'il y a eu crise au nord-ouest ou au sud-ouest. Et ça a entraîné toutes ces grandes réformes avec un projet de loi qui a abouti. Le président, comme il est légaliste, a procédé à un processus constructif de la mise en œuvre de ces recommandations en laissant passer la session budgétaire. Et après la session budgétaire, il a convoqué une session extraordinaire de notre Parlement conformément à l'article 14 pour qu'il n'y ait pas de mélange et de confusion entre une session qui est budgétaire et une section qui tend à mettre en œuvre les recommandations. Mais le débat, c'est sur le contenu de ce statut spécial, des pouvoirs censés être spéciaux qui doivent être accordés à ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'aucuns s'attendaient à ce que les gouverneurs, l'administration centrale soient réduites à une plus simple expression et que les conseils régionaux et les pouvoirs dévolus à ces régions soient spécifiques et particuliers. Mais lorsqu'on lit les dispositions de ce statut spécial, on constate que les régions peuvent être consultées pour les questions relatives à l'éducation, à la justice et également les questions sur la chefferie traditionnelle. Mais elles ne décident pas elles-mêmes de gérer ces questions-là. Si, elles décident. Comment? Je vais vous dire, écoutez, j'ai souvent tendance à dire à mes amis de l'opposition que l'ambition dont on n'a pas la compétence est criminelle. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous ambitionnez ramener la paix dans ce pays et vous ne vous donnez pas les moyens et les mécanismes pour comprendre comment on peut arriver là à cette paix, eh bien, observez une réserve, Maître Tsapi. Pourquoi? Parce que, d'abord, avant de vous montrer ces moyens, c'est un processus qui a impliqué tous les corps sociaux. On a commencé le dialogue dans les villages, dans les arrondissements, dans les départements, dans les régions. Moi, par exemple, pour ce qui me concerne, au-delà du fait que je sois le chef traditionnel à Yabassi, j'ai rejoint les propositions du grand dialogue ici, dans le grand littoral. Et ensuite, j'ai eu la chance modeste d'être retenu dans la délégation du littoral qui est allée à la rencontre du Premier ministre. Et nous devons être fiers parce que moi, je n'y étais pas à la fin comme délégué. Mais les délégués sont allés porter ce que nous avons commencé à construire à la base, dans un échange fructueux qui a impliqué des personnalités, mais écoutez, autorisées. Qui est Maître Tsapi quand John Fundi vient à un dialogue? Qui est Maître Tsapi? La question, c'est sur le résultat de ce grand dialogue. J'arrive là. Du pouvoir. J'arrive à ce mécanisme. Oui. Qui sommes-nous, moi-même, qui suis-je? Lorsque j'ai le président de la République, mon maître politique Paul Biya, qui délègue le Premier ministre John Gouté, que nous félicitons tous. Qui sommes-nous en réalité lorsqu'une personne morale, comme le cardinal Toumi, valide ces recommandations du statut spécial? Non, écoutez, on peut détester le lièvre, mais reconnaissons quand même qu'il va vite. Je crois que le président Paul Biya n'a rien inventé. Que vous l'aimez ou pas, il faut reconnaître qu'actuellement, c'est lui le chante et l'homme qui porte cette paix. Maintenant, quels sont les contenus? Il y a un statut spécial qui a été accordé aux zones anglophones avec la revalorisation d'un statut co-hanté. Vous êtes politologue quand même, monsieur Edmond Kamia. Vous allez voir que on a ressuscité un type d'organisation coutumier d'antan qui va également permettre désormais à ces zones de retrouver non seulement une approche qu'ils avaient héritée du Commonwealth, mais des cultures propres. La revalorisation des communautés dans les processus de développement. Deuxièmement, et là je vais encore être clair, je n'arrive pas à comprendre que certains qui sont ici, comme tous ici bien entendu, des politiques, vous n'arrivez pas à interpréter et à reconnaître que
les gouverneurs n'auront plus de pouvoir. Mais lisez ces articles, vous avez des meilleurs yeux que moi. Je n'arrive pas à comprendre que, vous voyez qu'aujourd'hui, il y aura une assemblée régionale qui sera dotée de ce qu'on appelle les pleins pouvoirs en matière d'initiative économique, en matière de développement local, les écoles et même les questions de santé, et en matière même de perception des stratégies globales de développement dans ces régions. Et je voudrais vous dire, et je termine là, monsieur Moufele, de grâce, ne recommençons pas ce qu'on a vécu en 2018. Je vous assure, 37 ans après, le président Paul Biya n'a jamais autant souffert. Avec une communauté internationale qui, par moments, nous a mis pression. Comme il est un homme de paix, il a reçu ici Madame Bachelet, il a évoqué l'ONU, oui, il a évoqué le FMI, on reviendra là-dessus. Mais pour revenir sur l'essentiel, de grâce, souhaitons que cette année, nous nous entendons sur ce qui est essentiel pour le Cameroun, voir comment effectivement on peut vivre dans la paix et non dans la discorde. Alors, vous avez suivi le professeur Messanga Nyamding donner quelques éléments concernant les mécanismes. Des éléments clairs. D'octroi des pouvoirs pour plus d'autonomie pour ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il estime que vous êtes en déphasage avec la position de votre chairman du SDF. Que répondez-vous? Oui, je voudrais d'abord dire que le professeur Messanga Nyamding ne peut pas nous dire ici qu'il a rencontré Frundi. Parce que... Ah bon? Oui, avant... Vous croyez que attendez, moi qui était à soi... Attendez, professeur, avant le grand dialogue national, le président Frundi était malade et il a fait plus de 8 mois aux États-Unis. Il est revenu spécialement pour participer au grand dialogue et est reparti continuer ses soins. Tout à fait. Et même quand on convoque le corps électoral, il est encore aux États-Unis. C'est récemment qu'il est retourné au Cameroun. Je vous informe, mon Dieu, vous en prie, il nous a reçus à son domicile de soir après le grand dialogue. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Je lui donne même l'information. Je vous en prie. Permettez qu'il aille jusqu'au bout. Oui, après le grand dialogue, Frundi est reparti aux États-Unis. Ah bon? Il ne me semble pas qu'il vous ait reçu. Et deuxièmement, lorsque le chef de l'État a fait son discours le 31, oui, le président Frundi a donné la position officielle du SDF. Oui. Et il a dit en substance que le chef de l'État a tout dit, sauf ce que les anglophones attendaient. C'est loin de ce que vous pensez. Donc vous ne connaissez rien de ce que Frundi peut penser sur le grand dialogue national et sur ce qu'il pouvait apporter au peuple anglophone. Et selon vous, qu'est-ce que les populations de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest attendaient dans le discours du chef? Quand vous dites que quand vous dites que le statut spécial était le désirata des anglophones, je dis non. Parce que en allant au grand dialogue national, le chef Moukete, qui est membre du bureau politique du RDPC, oui, le doyen d'âge du Sénat, oui, avait sa position qu'il a clairement exprimée dans les médias. Ils veulent le fédéralisme. Tous les chefs de FACO, qui sont tous militants du RDPC, ont soumis un mémorandum au Premier ministre réclamant le fédéralisme. Les militants du RDPC, je vous cite vos militants. Le Fon Angwafo de Mancon, vice-président national du RDPC, a dit que les anglophones veulent le fédéralisme avant le grand dialogue national. Donc, ces gens sont allés au dialogue national avec la réclamation du fédéralisme, les anglophones. C'était ça. Et c'était des opinions exprimées publiquement. Quand vous dites qu'ils sont allés pour chercher le consensus, j'ai dit non. Parce que même dans le rapport de l'ancien Premier ministre Moussongue Mafani, qui a sillonné les deux régions et qui a rendu le rapport à Paul Biya, dont il a publié les résolutions, les anglophones réclamaient le fédéralisme. C'est ce que Moussongue a dit. Donc je vous prends à défaut pour dire que les anglophones sont allés au grand dialogue national, non pas pour demander un statut spécial, mais pour demander le fédéralisme. Est-ce qu'au moins le statut spécial permettent d'avoir un système qui se rapproche d'un système fédéral? Absolument pas du tout. Pas du tout, parce que la loi sur la décentralisation qui a été promulguée, qu'on a envoyée à l'Assemblée nationale et qui a été promulguée, n'est pas très différente de l'ancienne loi sur la décentralisation au Cameroun. La loi commune, les mesures communes sur la décentralisation aux communes. L'État reste un État centralisé. Parce que la loi qui a été promulguée ne vous dit pas que
désormais, dans les régions anglophones, on va s'occuper de l'enseignement primaire, maternel et secondaire. Oh là là. Et que le reste ira au niveau central. On ne vous dit pas que dans les hôpitaux, on va désormais faire ceci, on va désormais faire ceci. On dit simplement qu'il y aura une assemblée. Et quand l'assemblée qui sera mise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest sera mise sur pied, elle ne sera en rien différente des conseils régionaux qui vont exister dans les zones francophones. C'est des organes qui vont gérer peut-être des bribes de pouvoir, mais l'essentiel du pouvoir restera détenu par le pouvoir central, qui est représenté par les préfets, les sous-préfets et autres. Nous avons discuté ici, vous avez dit le ministre des Travaux publics. Non, le ministre des Travaux publics avait délégué le cantonnage aux mairies. C'est-à-dire que débroussailler le long des axes bitumés, là, on avait délégué ça aux mairies. Mais ça, ce n'est pas un truc spécifique qui donne une autonomie à une région. L'autonomie qu'on donne à une région, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la région soit en mesure de recruter des enseignants, de les payer, de gérer leur carrière. C'est prévu. Au niveau, à un certain niveau, de recruter les fonctionnaires, peut-être les polices municipales. Est-ce que les mairies auront des polices municipales qui sont distinctes de la police nationale et qui peuvent également permettre à ce que les jeunes, la salubrité et que la circulation soit mieux gérée dans les villes et les villages? Je dis non. Donc, la loi qui a été promulguée, la nouvelle loi qui a été promulguée sur la décentralisation n'est pas... est à 90 à 95% la même loi qui a existé avant et qui ne donnait aucune autonomie aux régions qui vont être mises sur pied. Parce que ces régions, les décisions qu'elles vont prendre, il faudra que le gouverneur approuve pour qu'elles deviennent exécutoires. Alors après vous, Edmond Kamgia, sur ce statut spécial et option militaire qui transparaissent du discours du chef de l'État. D'un côté, le fait qu'il montre sa détermination à combattre les groupes armés séparatistes et de l'autre, il brandit le statut spécial comme une réponse politique aux préoccupations profondes des populations. Est-ce qu'à travers ces deux stratégies, le président de la République peut aller vers l'apaisement dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest cette année 2020? D'abord, je vais revenir sur un des points qui fait l'objet de débat entre Maître Tsapi et le professeur Moussanga Nyanding, Oui. notamment sur la loi sur le statut spécial, notamment au niveau des assemblées. Il faut dire que dans ce texte, le Code général sur les collectivités territoriales décentralisées, on a le sentiment que ce qui est formulé d'ailleurs, c'est que ces assemblées peuvent être consultées sur les questions relatives à l'éducation, la justice. C'est utilisé en termes de faculté, peuvent. Oui, cela signifie qu'elles peuvent ne pas être consultées. Tout à fait. Ça, c'est un détail important. Oui. Mais déjà, Elles peuvent être consultées, mais elles peuvent ne pas être consultées. Je m'arrête sur ce point pour dire que c'est très polysémique. Et cela montre véritablement qu'il y a péril au niveau de l'élaboration de ce texte. S'ils peuvent être consultés, si cette assemblée, les assemblées du Nord et Sud-Ouest peuvent être consultées, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas non plus être consultées, cela signifie qu'en réalité, ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas le plein pouvoir. Et nous aurions souhaité, pour que ces assemblées aient des pouvoirs, notamment dans des questions qui relèvent de la loi, qu'il y ait une disposition constitutionnelle qui permette à ces assemblées-là d'agir dans les domaines qui relèvent de la loi. Parce que si on n'introduit pas une nouvelle disposition dans la Constitution, parce que les domaines qui relèvent de la loi, c'est le législateur. C'est globalement le législateur. Et même lorsque l'exécutif doit intervenir dans le domaine de la loi, il y a des procédures qui font en sorte qu'il ne peut pas intervenir aussi facilement. Donc, il me semble que l'esprit de la loi, d'après ceux qui ont fait cette loi-là, au départ, ils voulaient donner plus d'autonomie, plus de pouvoir, mais en cours de route, ils se rendent compte que s'ils donnent suffisamment d'autonomie ou de large pouvoir, ça peut leur échapper au niveau de l'organe central. Et du coup, ils ont créé cette ambiguïté qui fait en sorte que ça dépendra de qui sera au pouvoir. Si celui qui, demain, va remplacer Paul Biya au pouvoir, avec les textes actuels, est un homme qui est favorable
à une large autonomie au fédéralisme, alors ils peuvent être consultés. Mais si c'est quelqu'un qui est contre la large autonomie, contre le fédéralisme, ces assemblées ne seront jamais consultées. Il fallait le dire et c'est très important. Maintenant, sur les deux options que vous avez soulignées, M. Noufélé, d'un côté, le régime spécial accordé aux régions nord-ouest et sud-ouest, et de l'autre, l'option militaire. Effectivement, c'est en quelque sorte deux piliers sur lesquels le chef de l'État s'embarque pour trouver une solution définitive à la crise grave qui s'est transformée en conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais je dois dire, par rapport à l'option militaire, par rapport à tout ce qu'on a déjà vu sur le terrain, par rapport à l'enlisement, par rapport aux morts, que ce soit mort des populations, mort des bandes armées, mort des forces de défense et de sécurité, de manière régulière et dont on ne compte même plus le nombre, de manière effective, parce que c'est plusieurs milliers de morts. Et chaque jour qui passe charrie son cortège de morts. Nous pensons que la solution militaire ne devrait plus être une option. Par contre, que la solution diplomatique, la négociation, devrait être la meilleure option aujourd'hui, puisque presque tous les leviers ont été utilisés. Après 3 ans, la situation empire sur le terrain, sur le plan militaire. Après 3 ans, on a l'impression qu'on tourne en rond sur le plan juridique. On veut avancer, on ne veut pas avancer. C'est-à-dire que le gouvernement est dans une situation où, en fonction de la pression interne et internationale, elle décide d'avancer d'un pas ou de 2 pas. Parce que la plupart du temps où on a vu l'Assemblée être réunie, soit en session ordinaire, soit en session extraordinaire, pour examiner et adopter les textes relatifs à la crise anglophone, c'est parce que dans le même calendrier, on a vu l'Assemblée générale de l'ONU ou alors le Conseil de sécurité se réunir de manière parallèle. Et il a fallu que le gouvernement fasse des efforts et montre à l'opinion publique internationale qu'il essaie de faire quelque chose pour résoudre la situation. Nous pensons que, outre la solution militaire, vous savez, chaque État a une armée. L'armée doit travailler. Mais l'armée doit tenir compte des aspirations profondes des populations. Parce que l'armée doit être républicaine. Parce que les militaires font partie de la République. Les militaires sont des citoyens. Et ce sont les parents de ceux qui combattent sur le terrain. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais oublier que ces soldats ont des frères et sœurs sur le terrain. Certes, ils obéissent aux ordres. Mais ce sont d'abord des citoyens. Ils sont républicains. Donc il est souhaitable que la tendance au combat armé soit davantage relativisée par rapport aux solutions négociées. Alors après vous, Fall Vistayo, au regard de la situation humanitaire préoccupante dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, pensez-vous que l'option militaire et ce régime spécial octroyé à ces deux régions peuvent favoriser le retour des populations déplacées et le retour à la paix cette année 2020 dans ces deux régions du Cameroun? Well, I think that let me take it more on the angle of the way CRM looks at it, not more on the side of how the speech looks like. Because if we take time to be working on the speech, je dis toujours, nous ne sommes pas de moutons. Ça veut dire que l'État nous met dans un système là où on se trouve dans l'affaire de chercher le mot. Ils fonctionnent dans leur manière de discours et ils nous laissent, on est en train d'embrouiller à gauche, à droite. C'est pour cela que pour nous, ça ne nous concerne pas. Bon, Vous qui d'ailleurs, Vous le MLC, MRC, ça va. mais ou bien vous le Camerounais. Just to go on now. Now, if you look at it, Cedric, I must let you understand It's not really. that when you look at the agenda put in place by CRM, when we talk about no to the war in the Northwest Southwest, the easiest way President-elect had worked it out was very clear. That by the time you are engaging in inclusive dialogue, I said inclusive, not the monologue or the CPDM Central Committee meeting they had in Yaoundé. No, I'm talking about inclusive dialogue. When we are looking at it, you look at it, Cedric, that when you put in place inclusive dialogue, it means principal actors. We have been saying this thing over and over, and we don't want to be sounding a type, you understand? Because when you get key actors in this conflict, just like what Pastor Chappie just said, when you get Ayub Tabe Seko out, you get all those connected to the Anglophone guys, political prisoners, everybody out, you will be able to sit down
Let me tell you that the reason why the regime needs to change for President to take over is for the simple reason that people have refused to dialogue as they call others terrorists. In Colombia, they fought civil war for 50 years. At the end, both the rebels and the government sat on the table. South Sudan fought after the independence. At the end, they were getting back to Juba to reconcile. Even Sudan itself, before El-Bashir is thrown to prison, they are now, the temporal government in Sudan is fighting to bring in place various factions. Cameroon is the only country, I repeat, that thinks that they cannot sit down to negotiate with people. That's why I said that when a regime behaves in this manner, it means only a change of the regime. Because from every indication, we have been saying clearly that when you look at it, we'll talk about we are continuing with the national resistance plan non-stop. Mais durant le grand dialogue national, il y a eu des groupes armés séparatistes qui ont été présentés au grand public. Donc ceux qui ont décidé de sortir de la forêt pour discuter avec les forces vives de la nation. On a vu il y a quelques jours des Camerounais présentés comme des réfugiés au Nigeria qui sont de retour au Cameroun. Est-ce que pour vous ce ne sont pas les signaux de ce que la situation tend à s'améliorer dans ces régions? Cedric Nufele, all is a mafia game being played in Yaoundé. I'm sorry to tell you. When you look at the consequences of something, Cedric, when you provide a solution to something, the effect of that is seen on the ground. Si je dis que voilà la solution, après cet discours ou cet arrangement, tu dois avoir des changements au terrain. Si on avait fini le dialogue, plus de 300 personnes ont été tuées, ça veut dire qu'il y avait un problème avec la fin du dialogue. C'est un mascarade, je vous dis. C'est vrai qu'avec MLC, on ne jamais pas avec la vie des gens, surtout ceux qui ne sont pas dans le région du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous dis exemplairement que si l'État décide aujourd'hui, look at the people who went to the dialogue. Let me ask you, Cedric, what was the criteria or the condition used to get people to the national dialogue? If you go into a dialogue, parce que dans un conflit, il y a deux acteurs principaux. There are two. You have the government itself and the one opposing the government. If you go to dialogue, Mr. Cedric, and the person opposing you directly, holding arms, controlling the boss of the bush is not there, how do you expect the head of state or you, who did not give arms to somebody in the bush, you call him déposer les armes? You call it foolishness. Because you cannot order somebody you did not give him guns to put down his guns. Let me explain to you the issue of the dialogue as we are not taking it, because Sierra was not even a party to that. Because we foresaw that it was a mafia kangaroo arrangement. Why do I say so? You cannot say that these are fighters. We agree. Even though you see so many of them were not. I repeat, even though many of them were not. It's the same thing in the refugee issues here of 87. The state tells us 87. The next day, il y avait 140. You get the point? Now if you look at it critically, you get fighters inside and many of them who are not fighters. I repeat, many of them. I have gone into that story and investigated Cedric on those who came in. Many of them are in Victoria Island in Lagos. Some of them own shops selling there. And they call them refugees. And Barrister is here. If you have refugees in a camp, there are procedures. There are procedures. Because you must pass through the refugee agency, who will be able to even accompany them to the home country where they are coming from. And for that to take place, there must be assurance that their security is guaranteed. This is international law. Professor Nyandi knows what I'm talking about. As per international law. I don't know. Unless he tells me that he has refused to marry that because it concerns the CPDM. Professor Nyando understands the functioning of international organizations. You cannot repatriate refugees in a clandestine manner. If they are refugees, their status gets to the refugee agency where they are, office where they are. And the office assembles them, talks to them, and then talk with the home country where they are coming from to find out if their security is guaranteed for them to go back. Those are statistics that you follow. And in a case where the refugee cannot accompany them in a plane to Yaoundé, the refugee accompanies them to the airport and then calls the agency in the country where they are. So receive those refugees from the airport. We have certified them that they are coming and they can be guaranteed. These things have not been met. Cedric, CRM does not play hanky-panky game as Yaoundé keeps deceiving people. That is the truth. Concernant cette crise anglophone, professeur Msanga Nyamding, il y a un aspect qui n'a pas été évoqué dans le discours du chef de l'État, c'est la crise humanitaire. Les Nations Unies n'ont de cesse de marteler cette préoccupation.
le gouvernement a voulu contester les chiffres donnés par les Nations Unies concernant à la fois les déplacés internes, les nombreuses familles en situation d'humanitaire d'urgence et également ces milliers de réfugiés au Nigeria du fait de la crise anglophone. Comment expliquer le silence du président de la République sur la question humanitaire dans ces régions du Cameroun? Cédric Noufélé, votre question est très orientée et elle est atomique parce que j'ai plutôt l'impression que vous étouffez la réalité et vous jouez un peu le jeu de nos opposants ici, peut-être involontairement, je vous connais honnête, mais je vais répondre. Mais avant, permettez-moi, let me to do observations. Elvis, my dear good friend, I ask you something. In those crises, who's the actors? The actors is government, international community, Ambazonian and all Cameroonian. Good. Cameroonian people. Bon, alors, je pense quand même que quand on a identifié ces 4 types d'acteurs, la communauté internationale, le gouvernement, les Ambazoniens et le peuple camerounais, nous pouvons quand même faire un minimum de bilan avec un peu de bonne volonté à l'effet d'évaluer objectivement ce qui se passe actuellement. Mais dans ce processus, mais on a vu la communauté internationale aujourd'hui prendre position et reconnaître que, contrairement à ce que vous dites et à l'amplification de cette crise, qui est une faiblesse aujourd'hui du MRC, qui est sorti du jeu politique et qui a raté une chance historique encore d'exister, parce que objectivement, bientôt on ne devrait même plus vous chance de toucher les élections. Oh, mais ne me coupez pas. Ça va, prof. Ne me coupez pas. Moi, je ne vous coupe pas. Non, ça va, prof. C'est la nouvelle année. Prenez au moins de nouvelles habitudes. C'est-à-dire que logiquement, vous là au MRC, vous avez fait de la crise anglophone votre nouveau champ de bataille politique. Parce qu'à un moment donné, vous avez misé sur une communauté internationale qui allait venir chasser le président Paul Biya, et on a trompé votre leader à l'effet de lui dire que la communauté internationale ne va pas accepter les élections le 9 février. Alors vous jouez sur ça, vous surfez. Mais logiquement, nous allons bientôt entrer en campagne. Vous n'aurez même plus l'occasion d'être sur les plateaux. Parce que vous êtes hors jeu. Mais vous vous accrochez sur cela. C'est pourquoi je suis un peu étonné quand on vous demande le bilan. Le bilan, je vais vous le donner. D'abord, avant le bilan, posons-nous une question. Qui tue aujourd'hui? D'abord, première question. Est-ce qu'il y a apaisement? Oui. Cédric Noufélé, la main sur le cœur. Il y a les ONG, il y a la communauté internationale qui reconnaissent qu'au sud-ouest aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement de problème. Il n'y a plus. Au nord-ouest, laissez-moi vous donner. Écoutez, vous me connaissez, honnête. Hey, but you know me. You are not honest in this one. No, please, let me speak. I come from the area. Let me explain. Let me give my opinion. Et je voudrais qu'on vérifie cela. Je suis sur un plateau. Vous allez vous rendre compte qu'au nord-ouest aujourd'hui, si la situation, comme l'a dit le chef de l'État, n'est pas totalement maîtrisée, je le reconnais, parce qu'il y a encore des escarmouches dans les forêts, la bataille aujourd'hui oppose les Ambazoniens entre eux. Vous n'êtes même pas informés. Je vais vous dire ce qui se passe, monsieur Cédric Noufélé. Les tueries, est-ce qu'elles continuent? Oui. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle interim government d'Ayaba Cholukas, qui se bat terriblement aujourd'hui avec ce qu'on appelle Ambazonian Defense Force. Excusez-moi, interim government c'est Ayoub Tabé et Samé et commun. Et vous avez aujourd'hui Ambazonian Defense Force d'Ayoub Tabé de Ayaba Cholukas, ça crée même parfois des confusions. Ils se battent entre eux. Les tueries qui s'opèrent aujourd'hui, je crois que les gens nous écoutent à Bamenda, les gens nous écoutent à Boya et ailleurs. Sortis de ce plateau, si vous racontez quelque chose qui n'est pas vrai, vous ne serez plus crédible. Moi, je suis un leader d'opinion qui veut être crédible. Je peux vous dire que c'est maîtrisé et les batailles se posent aujourd'hui entre Ambazoniens qui se massacrent terriblement entre eux. Professeur je vous en prie. Maintenant votre question. J'aimerais... Oui, ça peut vous faire rire. Parce que vous n'arrivez pas à faire la j'aimerais préciser ma question. Oui. Sur la question pourquoi le président n'a pas parlé de la question? Le chef de l'État est resté silencieux. Pourtant, les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme tous les jours
C'est une situation humanitaire qui se dégrade dans ces deux parties situation, deux régions du Cameroun. La situation humanitaire, vous connaissez ma position, monsieur Noufele. J'ai toujours été un monsieur correct. Je ne parle pas pour moi, je parle aussi pour les Camerounais. La situation humanitaire est très difficile, mais reconnaissons qu'elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée pourquoi? Parce que, d'abord, il y a eu à peu près 3000 morts. Mais on nous dit qu'il y a eu 3000 morts, mais on ne nous dit pas qui est à l'origine des morts. Ce sont les ambassoniens qui tuent. Ce sont les anglophones qui tuent les anglophones. Quand vous voyez toutes ces familles... Est-ce que vous avez les preuves en accusant... Écoutez, je vous donne des preuves très simples. Regardez tous ces compatriotes, nos frères, nos frères anglophones qui sont à Douala. Qui sont à Douala, mais toi tu es un fou. Je vous en prie, pas d'injure. Mais exactement, vous êtes un fou. Calmez-moi ce monsieur. Je vous en prie, messieurs, soyons polis. Soyez polis. Alors à partir de là, regardez la parole. Monsieur Noufele, vous m'avez demandé la preuve. Je suis serein. Regardez nos frères anglophones qui sont aujourd'hui à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam et sur le territoire, comment ils sont accueillis avec beaucoup d'affection. Je vais aller plus loin. Certains ont mené une propagande avec le MRC à l'effet de dire que c'est les francophones qui tuent ou qui massacrent les anglophones quand ce n'est pas l'armée. Où avez-vous vu dans un pays où un ennemi, soi-disant anglophone, en période de guerre, vient se réfugier chez son ennemi? Vous voyez qu'il y a beaucoup de manipulations. S'il y avait un véritable problème entre francophones et anglophones, tous nos frères anglophones, pour qui vraiment je souhaite des condoléances parce qu'ils ont perdu leur famille, moi je crois qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas venus se réfugier vers leurs frères francophones. Parce qu'il reconnaît la République. Toi-même, c'est facile pour moi. Le professeur a la parole. Les anglophones n'ont pas de problème. Vous allez réagir après. Même le pouvoir. Monsieur, vous allez réagir après. Le pouvoir. Maître Sabi, je vous en prie. Permettez d'abord. Je vous en prie, messieurs. Permettez à... Il voit qu'il n'a pas de réponse. On est dans l'action humanitaire. Voilà. Je vous montre qu'ils sont accueillis chez leurs frères francophones. Bien sûr. Et d'ailleurs, récemment, le chef de l'État a convoyé 100 camions. On a vu 60 camions aller au nord-ouest. Je voudrais vous dire que vous-même, vous fuyez la zone anglophone. Si vous étiez si fort et en osmose avec les ambassades, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut aller vivre là-bas. Et je pense même qu'on peut aller plus loin. C'est facile de venir. Il n'y a pas de sécurité. Mais écoutez, c'est la preuve qu'il n'y a pas de sécurité. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Respectez ce que je veux dire à Elvis Fa. Vous parlez trop pour rien. Laissez-moi démontrer. Les 60 camions sont arrivés. Les 40 camions sont arrivés au sud-ouest. Moi, je crois qu'aujourd'hui, comme l'a dit le chef de l'État, nous sommes dans un processus d'apaisement et je crois que le ton dit martial du chef de l'État est convenant parce que, écoutez, il dit, il y a eu le dialogue. Et vous-même, monsieur Noufele, vous lui avez posé une question. Mais qu'est-ce qui se passe avec ceux qui se sont rendus? Est-ce que les Camerounais ne voient pas des anglophones aujourd'hui revenus vers le sud? Regardez ces généraux qui viennent se rendre. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Moi, je crois que je ne suis pas en guerre. Je continue à croire que la paix va revenir. Et la paix reviendra parce que les Camerounais veulent la paix. Après vous, Maître Lavoisier s'appuie sur la situation humanitaire dans ces régions du Cameroun. Le gouvernement estime que la situation est maîtrisée. Les Nations Unies parlent d'un besoin de financement qui s'évalue à plus de 122 millions de dollars et estime que les chiffres donnés par les Nations Unies ne sont pas des fake news, contrairement à ce qu'a laissé entendre un membre du gouvernement. Quel est votre regard sur la gestion de la situation humanitaire dans cette partie du Cameroun et l'option militaire et ce régime spécial évoqué dans le discours du chef de l'État? Ce que le SDF a toujours regretté, c'est que le gouvernement entretient la guerre dans ces deux régions. Et en termes de guerre, la situation humanitaire est toujours une situation intenable. Parce que le professeur Messanga Nyamdien le reconnaît, il y a énormément d'anglophones
qui sont réfugiés dans les zones francophones, ils sont aujourd'hui évalués à plus d'1 million. Oui. Parce qu'on les retrouve à l'est, on les retrouve dans le Grand Nord, Oui. on les retrouve dans le littoral, à l'ouest, etc. Sans compter les déplacés internes du sud-ouest et du nord-ouest. Oui. C'est-à-dire les gens qui ont fui Bengui, qui ont fui Batibo, qui ont fui Kumbo pour se réfugier à Bamenda. C'est des déplacés internes. Alors, le ministre de l'administration territoriale qui conteste les chiffres des Nations Unies et qui donne des chiffres amoindris pour peut-être justifier que la situation n'est pas grave, ne dit pas comment il obtient ces chiffres-là. Parce que, M. Cédric, je mets M. Sangam Nyanding au défi. Allez dans les services du gouverneur, allez dans les services du préfet, allez dans les services sociaux, dans les délégations régionales, départementales des affaires sociales. Vous ne trouvez aucune institution publique qui recense les déplacés internes. Vous n'en trouvez pas. Il n'y a pas. Vous ne trouverez nulle part aucune institution publique qui recense les déplacés internes. Donc les chiffres que le ministre de l'administration donne, c'est des chiffres inventés de toutes pièces. Bien, maintenant, je pense que la situation humanitaire est urgente et catastrophique. Je vous ai donné le cas de l'axe Bamenda-Kambi, où on ne trouve plus personne sur ces routes-là. Si vous prenez l'axe Bamenda-Roum, plus aucun véhicule ne se déplace. C'est les motos. Et les motos contrôlées par des amazoniens. C'est des situations extrêmement graves. Prenez le département de Lébialem. C'est un département dans le sud-ouest qui est proche de la ville de Tchang. Et dont le préfet réside à Boya. La commission électorale de ce département a été déplacée pour être installée à Boya. Donc un électeur de Lébialem, s'il veut s'inscrire sur une liste électorale, il doit quitter le Lébialem, traverser la ville de Tchang, aller jusqu'à Boya, aller s'inscrire. Est-ce que cela est faisable? Ça, c'est la première chose. Pour dire que la situation humanitaire, elle est vraiment catastrophique et elle s'aggrave. Parce qu'après le discours du chef de l'État, nous avons vu la réaction des forces séparatistes. Maintenant, ceux-ci s'en prennent ouvertement aux services publics installés dans les deux régions. Quel message veut-il faire passer lorsqu'il commet de telles exactions? On a vu la sous-préfecture de Mouyouka qui a été incendiée. Quelle manipulation communicationnelle. Oui, c'est une situation qui veut dire que le problème n'est pas résolu. Qui appelle le problème la crise anglophone. La crise anglophone, elle n'est pas résolue. Et le président de la République connaît quelle solution il peut apporter pour résoudre cette crise anglophone. Donc je pense que la nécessité du dialogue inclusif, recommandé par la communauté internationale, tel que le SDF l'a toujours réclamé, le dialogue inclusif, c'est encore d'actualité. Pour revenir à la situation humanitaire, je ne pense pas que l'aide humanitaire qu'on a vu le gouvernement déployer est une solution à cette crise. Parce que vous allez donner un sac de riz à une famille. Ce sac de riz va s'épuiser en 2 mois. C'est des gens qui ont abandonné leur plantation, qui ont abandonné leur profession, qui ne travaillent plus. Après ce sac de riz, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et après combien de temps vous allez revenir? Donc ce n'est pas une solution, l'aide humanitaire. La solution, c'est que il faut faire asseoir les partisans de cette crise sur la table et négocier une sortie de crise qui ramène effectivement la paix dans ces deux régions. C'est ce que les anglophones demandent. Et moi, je pense que vous êtes anglophone. Le chef de l'État, s'il avait un tant soit peu la soif de la vie des Camerounais dans son cœur, il n'aurait pas permis que autant de Camerounais meurent sans qu'il ne cherche à ce que la situation soit réglée. Parce que chaque vie qu'on perd dans le nord-ouest ou le sud-ouest, que ce soit les militaires de nos forces armées, que ce soit les amazoniens, que ce soit des civils innocents, chaque vie qu'on perd, c'est un Camerounais qu'on perd, c'est un recul en termes de développement, etc. etc. Et au moment où les élections sont donc annoncées avec vous, Edmond Kambia, le président de la République annonce le renforcement du dispositif sécuritaire pour que les élections se tiennent sur l'étendue du territoire. Il a même exhorté les Camerounais à exercer leur droit de vote partout où ils se trouvent. Comment comprenez-vous cette position du président de la République au moment où lui-même reconnaît que la situation
sécuritaire reste préoccupante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? D'abord, le chef de l'État est dans son rôle. Lorsqu'il donne des instructions, il faut bien que son gouvernement fasse tout pour que les choses marchent dans la mesure du possible, en fonction des enjeux, de la situation de stabilité qui peut régner dans telle ou telle région. Ensuite, il faut dire que c'est lui qui a convoqué le corps électoral. Sauf que, dans la situation actuelle, lui-même reconnaît que dans le nord-ouest et le sud-ouest, la situation reste préoccupante. Il l'a dit au début de son discours. Et cela peut contraster avec la suite de son discours. Parce que d'abord, il reconnaît que la situation est véritablement préoccupante, mais malgré tout, il estime qu'il faudrait bien que les populations de ces régions-là aillent aux élections. Et il est sur le point, pour des mesures de sécurité qui pourraient être renforcées. Pour des raisons, pas pour des mesures, pour des raisons de sécurité. On dit presque la même chose. Oui, mais nous sommes des collègues politologues. Pour des raisons de sécurité. Le chef de l'État estime que s'il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité pour rassurer les électeurs de ces régions pour qu'ils aillent voter, exercer leur droit de vote, il le fera. C'est-à-dire qu'il fera en sorte que les militaires, les soldats renforcent la sécurité dans ces régions pour que les populations aillent voter. Mais où se trouvent encore ces populations? La plupart des habitants du nord-ouest et du sud-ouest n'y sont plus. La majorité se retrouve dans les 8 autres régions du Cameroun au jour d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas passer dans une ville ou un village camerounais sans rencontrer de nouveaux arrivants, des déplacés anglophones. J'ai dit dans chaque ville, dans chaque village des 8 autres régions francophones du Cameroun, nous avons des frères et sœurs qui arrivent tous les jours. Je dis bien tous les jours. Oui, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Et il y a une bonne partie qui se retrouve au Nigeria comme réfugiés. Mais le chef de l'État semble insister sur la nécessité, malgré tout, de faire en sorte qu'il y ait élection là-bas. Mais qui va voter là-bas finalement? Est-ce que ce seront, comme pendant l'élection présidentielle de 2018, les soldats envoyés sur le terrain, qui dans le cadre de leur mission vont aller voter, sans les autres populations? Et là, il faut véritablement s'interroger. Parce que c'est une question de fond. Parce qu'on peut également, dans l'analyse, dire que si, malgré tout, il y a élection législative et municipale dans les régions nord-ouest et sud-ouest, dans les conditions actuelles, où on constate, et il faut le dire, que certaines listes de partis politiques de l'opposition, notamment le SDF, beaucoup de candidats dont les noms figuraient sur les listes des législatives et des municipales pour ces élections, sont en train de désister de manière massive. Comment vous le savez? Mais nous le savons parce qu'ils le disent. Ils font des communiqués. Soit vous êtes du SDF, nous les publions dans les journaux. Nous avons même des noms. C'est dans les médias. C'est dans les médias. C'est pas caché. Beaucoup de candidats les noms. Le député sortant qui a décidé qu'il ne sera plus candidat dans le SDF. Pourquoi? Il y a des projets municipaux à Bali. Ils sont nombreux. Je vous en prie, Edmond Kamga à la parole. C'est ce que j'ai fait, professeur. J'ai dit donc, on ne sait même pas dans quelles conditions les candidats qui iront au municipal ou législatif dans le nord et le sud-ouest vont faire campagne, y compris ceux du RDPC. Il dit RDPC, SDF et tous les autres partis engagés dans cette compétition. Ça va être très compliqué. Et nous pensons, vraiment pour des raisons de sérénité, en sachant que le chef de l'État à l'ONU, lors d'un sommet, a dit que je suis un mendiant de la paix. Je recherche la paix, absolument. Je pense que la priorité pour lui serait de rechercher la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest et non pas de faire en sorte que les citoyens aillent voter. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans les conditions actuelles, parce que la terreur de construire la légitimité du vote. Professeur. Je le savais, vous êtes politologue comme moi. Professeur. Je vous en prie, contrairement à vous, moi je suis le maître, vous êtes l'élève. Mais je vous ai vu venir. Edmond Kamga a la parole. Edmond, allez-y. Je l'ai vu venir. Je vous en prie, professeur Mpagani. Mon cher ami. Edmond Kamga a la parole. Professeur. Oui, mon cher frère. Ouais. Depuis le discours du chef de l'État du 31 décembre 2019, est-ce que vous savez
que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, notamment au niveau de Bamenda et dans les localités où les ambazoniens agissent, il y a eu des coups de feu de manière quotidienne depuis cette nuit-là. Moins encore au sud-ouest. Et davantage, je dis davantage. Puisque les populations du sud-ouest vont elles-mêmes chercher les ambazoniens maintenant dans les forêts. Et qu'il y a même déjà des tracts qui demandent, Tu viens du sud-ouest? qui disent Vous à savez ceux pas qui que iront les parents voter. au Parce que, sud-ouest. non, nous avons un Moi j'ai devoir des parents au sud-ouest. d'éclairer les téléspectateurs. Nous devons dire la vérité. Il y a même des tracts qui circulent, qui menacent les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Que ceux qui iront voter, ils le feront à leur risque et péril. Chantage habituel des c'est- criminels. non, c'est pour dire, professeur, que nous ne sommes pas dans une situation habituelle où il faudrait que les populations risquent leur vie. Et je dois dire que c'est très responsable de la part des candidats engagés dans les compétitions des législatives et des municipales dans les régions nord-ouest et du sud-ouest de se désister. Je dis c'est très responsable. Et au moment où des voix s'élèvent pour contester la forme de l'État et également contester les résultats de la dernière élection présidentielle, le chef de l'État a réagi pour la première fois dans son discours de fin d'année 2019. Paul Biya, qui s'est adressé aux activistes de la diaspora, il a dit une minorité résidant au Cameroun dans la diaspora. Il a fait savoir que les réseaux sociaux, les organes de presse ne peuvent rien changer au résultat d'une élection présidentielle qui juge libre et transparente. Et le regard s'est tourné vers le mouvement pour la renaissance du Cameroun, avec vous, Fa Elvis Taillon, le chef de l'État, qui dit ni les réseaux sociaux, encore moins les organes de presse, encore moins les manifestations illégales ne peuvent en rien changer les résultats d'une élection présidentielle. Comment avez-vous réagi lorsque le président de la République, Paul Biya, s'est exprimé ainsi? Well, just to let you know, we are not reacting to that. As I said earlier, we will be looking at the way forward for the president-elect to put in things in place, proper aspects that will guarantee good governance of this country. We have said earlier that we are not into polemics or gimmicks, into maybe getting statements that are more provocative from a statement that was supposed to be instead be soft so that you gather the people. We don't want to get into that because the issue of minority is what has led Anglophone Christ where we are today. There's some minority. Other harsh words like Professor Nyamdi says, the criminal, the criminal. These are the words that get us into the crisis where we find ourselves. And so we think that when you are a responsible government, even if you have 5 persons, let me tell you something, Cedric. In America, if you touch one American out of the country, they take it as if you have attacked the whole America. Why? Because they don't have that archaic system of cessation de minorité. You get the point? Because we are looking at a situation whereby you are talking as somebody who takes cognizance of the general existence of people. Now, I have gotten a lot of statements. You know, the party in place have their system with their government. A party system whereby they have that system of us being arrogant. Sont des criminels, on va les neutraliser. On est où jusqu'à aujourd'hui? Et seulement le temps contre les utiliser. But what am I saying here? In the case of these issues of whether people are against the regime or not, we have said clearly, Cedric, we don't want to get into those polemics because at the end of it, people know where they are heading to. That's why we said that if you look at the current dispensation of things, if you are a government, you have more than 70-something%, about 78% of the victory, as you claim. The others have 2, 3, 14. It should not be a problem if those you call minority are standing up for their right. If they make a communique the next day, gendarmes are everywhere on the street, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Because you cannot have that kind of percentage in an election. And you shiver when you hear MRC talk. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le chef de l'État parle de manifestations illégales. Il parle de violence et attaques personnelles et haineuses. It is very normal. Qui, selon lui, ne devrait pas exister. Et il attribue à ses adversaires politiques. Et en filigrane, d'aucuns ont vu le MRC qui a été attaqué. That's why I said we don't want to get into gimmicks. Our own issue we have here is that the right things must be done as prescribed by the president-elect. For example, for us, we have that system of inclusiveness. When you tell people minority, they have the right to stand up for their right. And when they stand for their right,
you say they are against the institution, whereas it is the institution that is against them. By not allowing them perform their civic duty of public manifestation enshrined in the constitution of this country. It's abnormal. In that case, who is a Taliban, or who is a rebel, or who is a rascal? In that case, let's come back to the issue here. When you look at the systematic statement put in place by President-elect as per his speech on the 31st, it becomes clear that we can only solve these issues, Cedric, when we begin to think as one. Secondly, when the institutions that are supposed to man elections have been restructured. We are talking about revising the electoral code. When you have a system whereby all these systems work for one man, you waste your time when you go for those kind of things. Therefore, when we insist that there must be revision of the electoral code, Cedric, we mean business, because in our national resistance, we are based on this, because we think that if you put all of this in place, you solve the Anglophone classes, people whose houses have been burnt, people who don't have ID cards, thousands who are in Nigeria, more than 50,000, more than 1 million who are displaced in the 8 regions, more than 70,000 who are internally displaced between North, West, South, West. These are persons who have been deprived from their fundamental right of voting. So it's a criminal offense for a state that is supposed to expect a leveling environment to permit citizens vote, instead take advantage of the fact that they cannot vote and move ahead. We think that, as we're saying, the national resistance is genuine, because we feel that those in the Northwest, Southwest, they did not commit crimes for them for houses to be burned, or in the bushes. The man who was in Nigeria did not commit a crime, he ran due to the conflict. And the one thing we fail here, Cedric, is that when you look at what Professor Nyamdi says here, in a conflict, I don't want to twist words here. When you have a conflict, verify. He does international relations. Excesses are done by both parties. Even in America, in Afghanistan, Americans themselves violated so many rights of Afghanistan. That's the reason why ICC, Bensouda, wanted to go to America to carry out investigation in order to indict the American soldiers. Unfortunately, it could not go because America is not a party to the ICC. You get the point. So when we sit here on air, Cedric, we should be honest, because we deceive the population. When you say it's not the Amazoni, it's not no. Two parties are involved in the conflict. The excesses. I have quotations because President Nyamdi, I come from Northwest. President Nyamdi talks in the air and does not know that since national directory today, more than 480 people have been killed. As I speak yesterday, there was gunfiring. 2 days ago, civilians were killed in Ekona. At the end, civilians are paying the highest price, whereby I think that if we are responsible, we should not be saying Ambazoni because an army, Cedric, a popular army is supposed to be at the borders in Chad to fight Boko Haram and Nigeria, and not to be in the country holding guns against the people of that state. It is a criminal offense, and therefore we think that as CRM, we will hit hard for the national resistance until the right things are done and justice is given to those in the Northwest, Southwest. If justice is done, then we will know that we have done our job. We don't care if the Nandi says they are going for election, we have already lost. Our priority is the human life that should be protected. I am surprised a whole professor thinks that political position, député, le maire, c'est plus important, plus que la vie des gens qui sont en train de les tuer dans le monde de Sud-Ouest, que ce soit là ou de l'Amazonie. Après, it's disgraceful. Votre position a été bien comprise. Professeur Musanga Nyanding, sur les propos du chef de l'État, il dit qu'être ouvert au débat démocratique. Oui. Et pourtant, durant l'année 2019, les interdictions des manifestations des partis de l'opposition se sont multipliées, les arrestations des leaders politiques se sont multipliées. Pourtant, le chef de l'État dit être ouvert au débat. Comment expliquer ce contraste entre la position du chef de l'État et la réalité dans le paysage politique, où ceux qui ont des idées contraires à celles du parti au pouvoir se voient en grande partie arrêtés, placés en détention durant des mois avant de bénéficier de l'arrêt des poursuites judiciaires? Comment expliquer cela? On explique cela parce que l'État est encadré par les lois. Nous avons ici un des excellents avocats du barreau du Cameroun, même s'il est un piètre homme politique. Je voudrais quand même qu'il partage faut pas dire ça, avec moi. Non, vous êtes excellent. Vous êtes excellent. Mais dis pareil, je suis peut-être politicien. J'ai été quand même maire de Bafoussam. C'est ça. Nous sommes entre nous. Parce que quand je vois... Oui. Et depuis 96, je suis
conseiller municipal jusqu'à l'heure actuelle. Alors suivez-moi, quand je vois... Donc j'ai toujours gagné des élections. Quand je vois le décalage... Dans le SIF. Quand je vois le décalage... Ne dites pas que... Le décalage qui existe entre vous... Par contre, vous n'avez jamais gagné une élection. Bon, je peux continuer maintenant. Voilà. Quand je vois votre position et celle de John Fundi, j'ai un motif valable pour le dire. Parce que en réalité, vous donnez l'impression que John Fundi, qui est une figure historique quand même de notre système politique, qui quand même dit oui, il a avancé. Il a d'ailleurs dit qu'il allait voir, je vous donne encore une de ses positions, et évaluer les recommandations, souvenez-vous, mon très cher ami, du grand dialogue national. Alors quand on pose le problème du dialogue inclusif, mais inclusif, mais cela vient de se passer avec le grand dialogue national. Vous avez demandé un grand dialogue, le président Paul Biya, mon maître politique, a ajouté grand dialogue. Vous vous dites dialogue, il a mis grand. Maintenant revenons sur sa question. Oui, vous pouvez le dire. Moi je pense qu'aujourd'hui, cessons de donner l'impression que le Cameroun est une république bananière. Moi j'ai beaucoup de respect pour le ministre Kamto et le MRC sur le plan politique. Pour une seule raison. Le MRC nous a permis de voir nos faiblesses. Les faiblesses de certains collaborateurs du chef de l'État à l'Ouest, qui donnaient l'impression qu'ils portaient la voix du peuple. Et dans d'autres pôles et dans d'autres circonscriptions politiques. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'avènement du MRC est banal, comme certains veulent le dire ici et là, même s'il y a quelques dérapages qui peuvent gêner, notamment la contestation d'une élection présidentielle qu'on n'a jamais gagnée. Je suis de ceux qui pensent que quand je suis sur un plateau de télévision, quand je n'ai pas avec moi un militant du MRC, je sens qu'il manque quelque chose. Moi, je considère d'ailleurs le MRC avec cet avènement comme un parti de force nouvelle qui nous a permis de sortir du jeu politique tous ces menteurs qui ont enfumé le président de la République à l'effet de leur dire que tout va bien, nous sommes des champions, alors que le MRC leur a donné une leçon sur le terrain à la dernière élection présidentielle à l'ouest du Cameroun. Nos camarades de l'ouest, pour la plupart, sont des faibles. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'on continue à donner l'impression que le RDPC n'est rien, le MRC n'est rien. Je voudrais qu'on trouve un épicentre, comme l'a toujours dit le président Paul Biya, qui nous permettra de conjuguer nos visions. Justement, je voudrais préciser la problématique. Oui. Il ne s'agit pas simplement d'évoquer les performances des partis politiques dans les régions du Cameroun. Mais il faut dire pourquoi on interdit durant l'année 2019, oui, le SDF, le MRC et d'autres formations politiques ont essuyé des refus quasiment systématiques de manifestations publiques au Cameroun. Au même moment, le président de la République, en fin d'année, dit qu'il est ouvert au débat. Il dit, débattons, ne nous battons pas. Bien sûr. Or, les Camerounais qui sont dans d'autres formations politiques, notamment l'opposition, le SDF, le MRC, ont vu les manifestations être interdites dans la plupart des cas, en dehors des périodes de campagne électorale. Bien. Comment expliquer que la position du chef de l'État soit contraire à l'administration? D'abord, ce que vous évoquez, que leurs manifestations sont interdites, est faux. Je vais vous citer le MRC. J'ai eu avec moi plusieurs leaders du MRC qui m'ont fait état de ce que, pour la seule année entre 2018 et 2019, nous avons organisé à peu près 1000 manifestations. Je vous cite M. Dautois Angelbert. Il me dit, mon cher ami, 1000. Mais sur les 1000, on n'a pas cassé. Alors où est donc la vérité? Est-ce un MRC qui marche ou qui fait des meetings pour la bonne cause, ou un MRC qui veut organiser l'insurrection comme ce fut récemment le cas? L'article 8, j'ai ici un avocat, un juriste comme moi, alinéa 2, prescrit que, effectivement, lorsque vous voulez faire une marche, vous pouvez l'obtenir. Mais cet alinéa 2 précise que l'autorité administrative, notamment le chef de district, les districts n'existent plus, ou le préfet, peut renoncer à l'autorisation. C'est la loi. Mais alors moi je veux qu'on arrive quand même dans des plateaux à un moment donné,
Et qu'on vienne nous dire sur les plateaux que révisons la loi, pas qu'elle n'est pas bonne, mais ne venez pas nous dire que, parce qu'il y a un malaise, comme le dit le doyen Vedel, on va opposer à la force du droit, le droit de la force. Ce n'est pas possible. Alors, donc moi je crois que certains surfent sur ça pour tenter de déconstruire la légitimité d'une élection qui aura bel et bien lieu. Parce que le peuple camerounais la veut, cette élection, ces élections, les veulent ces élections. Le président l'a dit, si nous avons résisté aujourd'hui, et si nous sommes arrivés à un objectif dialogal à travers le grand dialogue, mais le président l'a dit. Même si mon frère et mon ami Edmond, comme là je vois ces tournures et les tournures des uns et des autres ici, on dirait qu'il y a une construction dans ce débat qui voudrait qu'on discrédite l'élection qui va avoir lieu le 9 février. Ce n'est pas vrai. Les Camerounais veulent les élections. Et je pense que nous n'avons pas du mal à attendre. Vous l'avez dit. Nous n'avons pas de mal. Nous allons voir le pourcentage de participation. C'est compris. Les inscrits. C'est compris. Alors, parce que moi j'ai un temps souvent coupé. Non, vous avez le temps de parler. Les auditeurs. Non, je voudrais dire que, en tout cas, je conclue la réponse en une seconde. En une seconde. Vous verrez que j'attire votre attention. Tous les partis qui sont allés aux élections présidentielles sont à cette élection. Tous les partis, y compris le vôtre, M. Tchapi, représenté à l'Assemblée, hormis le MRC, sont à cette élection. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est compris ça, Elvis. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, est-ce que l'expression démocratique au Cameroun permet au MRC de pouvoir se mouvoir à travers le triangle national, de pouvoir tenir des réunions politiques, de discuter avec les populations, de partager avec eux votre regard et présenter votre projet politique, comme l'a laissé entendre le professeur Messanga Nyanding? D'ailleurs, vous savez qu'il y a déjà une menace, et c'est depuis contre le parti du MRC. Et toi, tu connais, parce que plusieurs fois, quand on fait des meetings ou de quoi là, quand on fait même une demande, vous voyez toujours qu'il y a des forces de métiers qui sortent parce que le sous-préfet a annulé. Parfois, le sous-préfet dit que non, ça va. 24 heures avant le jour là, tu vois notre sortie qui disent que non, c'est annulé. Bon, c'est évidemment normal parce qu'on dit que l'État donne le droit de protéger du parti au pouvoir et le parti qui peut le menacer. Il fait tout et tout pour essayer de mettre le parti là à terre. Ça c'est vrai. Là on ne discute pas. Il passe à coup-ci autour de la loi pour dire ça monte, ça descend. Now the main issue here is simple. CRM, as I said earlier, is a force to reckon with. Cameroonians understand what I'm talking about. Because if we're not forced to reckon with, as I said, the things are clear. If you have 73%, 75%, and I have 14%, and my utterances makes you to shiver, let me tell you something, Cedric. If I announce here now that CRA will be having a meeting in Douala tomorrow, this night, military will be everywhere. We don't have arms. We have never held something like stone or grenade to throw against the police. The question now is, why that fear? Because they know what happens to them and what will happen. In the case of this, the reason why you see, let me tell you something, Cedric. Let me get to the CRM. We would not have been popular the way we are today if not of the move put in place by the regime. Because at each time that policemen run after us, the more sympathizers join us and they ask, mais il y a quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Let me tell you, to be honest, each time that CRM has a movement, it's politically correct. Any analyst asking will tell you. Because if we had a good technical advisor on the side of Professor Nyamdi, we would have said, let's if on même laisser les policiers pour l'accompagner, if il entre à la maison, CRM would have been nowhere today. I want to tell you that our popularity today, that we stand number one to beat CPDM at any election, morning, afternoon, evening. That's the reason why. That is the reason why it's not really the electoral code, they have refused to touch it. Because President knows he's here. I don't know. He knows that if you restructure the electoral code, you remove the members of the central committee of the CPDM who are in the LECAM, and you put a level ground, CPDM will go to the village. Alors après vous, j'aimerais avoir la réaction de Maître... Je vous en prie, j'aimerais avoir la réaction de Maître Lavoisier Tchapi sur ses propos du chef de l'État, le volet politique de son discours. Lui qui s'adresse aux activistes de la diaspora, les appelant à respecter les institutions et ceux qui les incarnent, que la vie politique, la vie démocratique s'exerce
à travers le peuple souverain qui a décidé lors de la dernière élection présidentielle que le chef de l'État, Paul Biya, reste au pouvoir pour 7 ans. Après les contestations, il y a eu le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé. Et pour lui, ni les réseaux sociaux, encore moins les médias, ne peuvent en rien changer ces résultats d'une élection présidentielle qui juge libre et transparente. Excellent. Quel est votre regard sur ces propos du président de la République? Oui, le regard du SDF n'a jamais changé par rapport au processus électoral au Cameroun. Ceci depuis 1992. Nous avons battu le pavé à Yaoundé pour avoir l'ONEL 1, l'ONEL 2. Nous nous sommes fait encercler, Frundi, les députés, les maires, à Yaoundé, au Carrefour Warda. Nous nous sommes fait encercler et tabasser. Et Tamé Massom a été gouverneur du centre à l'époque. Nous nous sommes fait encercler, tabasser parce que nous réclamions l'informatisation du fichier électoral. Nous avons défilé le 20 mai devant Paul Biya avec des urnes transparentes quand les urnes étaient encore en bois. Les militants du SDF à Yaoundé pour la cause anglophone ont défilé torse nu. Mais la stratégie était bien huilée parce que les militants du SDF de Yaoundé ont enlevé leur habit justement quand ils passaient devant le chef de l'État et le corps diplomatique pour demander à ce que la crise anglophone soit résolue. Le professeur Messanga Nyamdim le sait. Le droit de vote, c'est un droit de l'homme. Oui. Le droit de vote est prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que chaque citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays à travers ses représentants régulièrement élus au cours des élections libres et transparentes organisées par un organe indépendant. Est-ce que le professeur Messanga Nyandi, enseignant de droit, universitaire de son État, peut reconnaître qu'on a un organe indépendant au Cameroun qui organise les élections? Je dis non. Puisque vos camarades du conseil, vos camarades du comité central siègent dans ces institutions-là. Et ensuite, je pense que quand le chef de l'État insiste que les élections du 9 février auront lieu sur l'ensemble du territoire national, vraiment, en tant que politicien, j'ai honte. J'ai honte parce que le chef de l'État qui le dit n'a pris aucune disposition pour que les exilés au Nigeria retournent exercer le droit de vote. Il n'a pris aucune disposition. On n'a pris aucune disposition pour que des exilés internes, les anglophones qui sont partis dans les 8 régions, et il faut insister sur le fait que avant le début de cette crise, en 2016, dans le sud-ouest et le nord-ouest, il y avait les anglophones, il y avait les francophones. Il n'y a pas que les anglophones qui ont quitté ces 2 régions. Même les francophones qui sont inscrits sur les listes électorales dans ces 2 régions sont partis. Depuis 2018-2017, ils sont partis. On n'a pris aucune disposition. Le chef de l'État n'a pris aucune disposition pour que ces gens retournent. Les déplacés internes dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai pris l'exemple de la commission électorale du Lébialem. Professeur Messanga, allez vérifier. Ouais. La commission électorale du département du Lébialem, elle siège à Boya. C'est terrible. La commission électorale, l'antenne communale de Batibo, siège à Bengui. Qu'est-ce que vous voulez démontrer quand siège à Bengui. Que les ambassadeurs sont très forts. Il n'y a pas de commission électorale sur le terrain. Il n'y a pas. Et vous savez qu'au début de cette crise, les agents de l'ECAM étaient prisés par les séparatistes qui les abattaient ou qui les kidnappaient. Ça fait fuir tout le monde. Donc, lorsque le chef de l'État le dit, depuis 2016, quel anglophone s'est inscrit sur une liste électorale? Beaucoup. Alors qu'il n'y a pas de commission électorale sur le terrain. Beaucoup. Vous avez des listes électorales fictives dans le sud-ouest et le nord-ouest. Oui. C'est faux. Donc, c'est une mascarade électorale qui s'organise dans ces 2 régions-là. Ça veut dire que le chef de l'État n'est pas un démocrate. Le régime de Yaoundé n'est pas un régime démocrate. Si vous étiez démocrate, si vous aviez le moindre respect pour la vie des anglophones, vous n'auriez pas accepté d'organiser les élections dans ce contexte-là. D'autant plus que le chef de l'État reconnaît lui-même dans son discours de fin d'année que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Comment croyez-vous
Oh là là. Mais il a dit qu'il y a encore des problèmes. La sécurité reste préoccupante. Oui, préoccupante. Comment croyez-vous ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas amélioré. Comment croyez-vous? Je vous en prie, messieurs. Comment croyez-vous que dans le département de Libialem, les gens vont voter? Je voudrais vous informer, professeur Messanga, que je vis à Bafoussam avec le maire. Vous avez été battu aux élections présidentielles par le MRC. Ça, c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Non. Professeur Le MRC vous a battu aux élections. C'est ça. Votre candidat a été bien battu à Bafoussam. Pourquoi vous êtes perdu, M. puisse s'exprimer. Je ne sais pas pourquoi il est mal à l'aise. Je ne savais pas que le professeur Messanga Nyanding était un militant du MRC caché. Oui. Ça va mieux si vous voulez. Mais je voulais rappeler pourquoi vous êtes mal à l'aise. Je vous en prie, il a la parole. Je le comprends. Vous ne foutez plus rien pour Je voudrais tout le simplement vous dire que je vis à Bafoussam avec le maire de Batibo et tous ses adjoints. Oui. Ils sont à Là où le Bafoussam. MSC vous a bien battu. Je vous en prie, restons sur le Vous ne sujet. sont pas dans leur fief. Si vous allez à Batibo, à Mbengui, vous allez à Fundong, c'est des coins où il y a les tribunaux. Les magistrats qui sont affectés là-bas vivent à Bamenda, procureur de la République, président du tribunal magistral. Oui, parce qu'il y a tout le des monde vit terroristes. à Bamenda parce que les juridictions ont été brûlées. Et vous encouragez ça? Les communes ont été brûlées. Vous allez aller aux élections. Peut-être que vous allez publier les listes des gens pour dire que tel, peut-être que vous allez dire que le SDF a gagné à Kumbo. Mais vous allez le dire, vous savez que le domicile de l'actuel maire de Kumbo qui est SDF a été incendié. Tout à fait. Mais comme vous allez sortir une liste d'élus, ces gens vont aller siéger où? Ils vont élire le maire où? À Yaoundé. Donc je pense qu'il faut être responsable. C'est ça. Quand nous analysons une situation politique, il faut être responsable. Ce que vous faites n'a aucune responsabilité. Et pour les réseaux sociaux, c'est des points terminés. Le chef de l'État ne peut pas dire que les réseaux sociaux ne veulent rien dire aux élections. Le chef de l'État est l'un de ceux qui utilisent les réseaux sociaux pour s'exprimer aux citoyens. Le chef de l'État l'a dit, la génération Android, c'est qui? C'est la jeunesse. On s'adresse à cette jeunesse par quoi? Par les réseaux sociaux que le chef de l'État utilise. Et donc le chef de l'État reconnaît l'influence des réseaux sociaux dans la vie politique de notre pays. Il a critiqué une diaspora minoritaire, selon lui, Oui. qui s'attaque aux institutions et à ceux qui l'incarnent. Pour lui, ce ne sont pas des méthodes à approuver dans un espace, dans un état de droit et sur un paysage politique démocratique, selon le chef de l'État. La diaspora camerounaise est en train de faire un excellent Vous travail. donnez à l'opposition. Elle fait un excellent Vous ne travail. réalisez pas ça. Vous allez réagir. Parce que cette diaspora participe à la lutte pour la libération de notre pays. Regardez le dernier événement qui a choqué les Camerounais, de la diaspora surtout. Que pour les fêtes de fin d'année, le chef de l'État décide de dépenser 1,6 milliard de francs. Pour le vin, l'achat de vin en France. C'est un commentaire de Bisson. Pour les fêtes de fin d'année. Oui. Vous n'avez pas de preuve de tout ça. Les Camerounais de la diaspora ont trouvé ça choquant. 1,6 milliard, vous savez combien? Alors qu'on a des élèves dans le sud, chez le président de la République, qui n'ont pas d'école, ou qui fréquentent assis sur des troncs d'arbres. Alors qu'à l'Est, on a des dispensaires Justement. qui n'ont pas le moindre microscope. Alors on dépense en fin d'année. Le document en question, votre position a été comprise. Bon. Le document en question n'a pas été authentifié et confirmé Je voudrais officiellement tout par simplement- les autorités. Je voudrais tout simplement conclure pour dire que les élections du 9 février dans le sud-ouest et du nord-ouest, ce sera envoyer les Camerounais dans un bain de sang. C'est ce qui se prépare et vous le savez. Alors, et ce n'est pas responsable. Ensuite, votre position a été bien comprise. la diaspora Oui, camerounaise, merci bien. nous continuons Alors à que soutenir les que régions cette du diaspora nord-ouest participe. et du sud-ouest et l'extrême nord ont été déclarées zones économiquement sinistrées, le chef de l'État affirme que la croissance a repris et projette la croissance sur un taux de 4% pour l'année 2020. L'inflation est maîtrisée, les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus, la dette publique est soutenable. Mais professeur Messanga Nyanding, pas de bilan sur l'année 2019, bilan économique. On s'attendait à avoir des faits précis sur les réalisations faites par le régime du renouveau durant la première année du mandat des grandes opportunités. Oui. Qu'est-ce qui explique cette absence de bilan concret, précis et chiffré
dans le discours du chef de l'État concernant le volet économique? La guerre. Deux choses. D'abord la guerre et deuxièmement certaines informations sur la malgouvernance que le président a compris et a trouvé inutile d'en faire encore trop. Vous savez, aujourd'hui, le président Paul Biya a deux lièvres. Le premier lièvre est la maîtrise de la guerre. Et le deuxième lièvre, c'est de lutter contre les prévaricateurs économiques. Vous allez voir que cette année, il y a un ralentissement du fait de l'excroissance de l'insécurité et de la propagande et de l'activisme politique. Le président a dit, je m'occupe d'abord de ce premier volet, la sécurité. D'ailleurs, vous allez voir que si aujourd'hui, le président Paul Biya, qui a fait un discours sur l'état de la nation, l'état de la nation était de dire que nous avons avec des complicités parfois extérieures, mais surtout une démobilisation réelle qui s'est opérée avec les Amazoniens. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas avoir de développement. Tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler de développement économique. Mais avant, je vous en prie, monsieur Doufele, permettez-moi de faire également dans ce sens une réflexion. Lorsque Maître Tsapi, je dois répondre quand même, nous parle du code électoral, mais je crois qu'il refuse de dire aux Camerounais que chaque fois, et lorsque l'État, le MINAT organisait des élections, vous, Maître Tsapi, souvenez-vous, en 1992, même si le SDF avait boycotté l'élection, je voudrais quand même dire aux téléspectateurs qui nous écoutent, lorsque le MINAT a organisé la première élection pluraliste, du 1er mars 1992, c'est l'opposition qui a gagné cette élection. Alors c'est pour vous démontrer que il ne suffit pas de dire, on a les membres de l'ECAM, on a les membres, je ne sais pas moi, du RDPC au Conseil constitutionnel. En France, on voit bien les membres. M. Fabius est bien socialiste, il est membre du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, qui préside le Conseil constitutionnel? Un ancien ministre de droite. En France et aux États-Unis, qui vient élire le président de la Cour suprême? C'est bien le président des États-Unis. Donc ce motif est faible. Et le deuxième point où je voudrais mettre l'accent en relation avec votre préoccupation, la diaspora. Mais monsieur Tsapi, nous, et je dis tous ici, serions de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le président Paul Biya a beaucoup souffert d'une certaine diaspora extrémiste. On a vu ce que le président Paul Biya a subi à Genève. Le chef de l'État est sorti par la petite porte de Genève. On a vu récemment à l'hôtel Méris, le chef de l'État a dû sortir par une porte secondaire. Il y a eu des agressions inacceptables. Il a eu raison donc de dire que même si finalement vous êtes devenu étranger et vous avez quitté votre nationalité, et même ceux qui ont effectivement gardé la nationalité camerounaise, ce n'est pas une raison pour se comporter de cette façon vis-à-vis de sa patrie. Qu'on soit Camerounais, Américain, Italien, Allemand, Français, il y a quand même une dignité qu'il faut observer. Mais cette diaspora pose des préoccupations depuis de nombreuses années. Le chef de l'État a plusieurs fois promis de revoir le code de la nationalité pour le permettre de pouvoir investir au Cameroun et de participer à l'édification du pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, sur ce point, malheureusement, ce n'est pas cette diaspora revendicative à laquelle moi, M. Sanga Nyamding, j'appartiens. Je voudrais peut-être vous rappeler que j'ai passé toute ma vie là-bas, j'ai un domicile là-bas, j'ai des enfants là-bas, je continue à travailler là-bas, qui fait tant de bruit. Celle qui bouge beaucoup, c'est cette jeunesse camerounaise qui a été ici dans les années 90, très active, qui pour toutes les raisons, à tort ou à raison, il faut le dire, certains ont été exclus des universités, c'est inacceptable. Et d'autres aujourd'hui sont allés pour des raisons d'opportunité, parce qu'ils recherchent des papiers, je suis d'accord, disent qu'ils sont réfugiés, mais c'est une minorité qui ne représente même pas la diaspora. Moi je pense que, même s'il faut dire que, écoutez monsieur, vous n'en savez rien, moi je suis de la diaspora, je suis... Non, je voudrais dire à monsieur... Monsieur Fa, vous qui rigolez, vous comprenez, j'ai été président des étudiants camerounais. D'accord? Attendez, je vous donne quelque chose que vous ne savez pas.
D'accord? Non, président de l'association des étudiants. J'ai été président. On a encore des professeurs comme Guila Abada et bien d'autres qui... J'ai été président. Professeur, avançons dans le débat. Permettez-moi, non. Là, donnez-moi aussi un peu de temps. Vous avez le temps. Bon, alors sur ce plan, je voudrais vous dire que j'ai été qualifié maître de conférence des universités françaises en 96. D'accord? Donc je voudrais quand même que vous sachiez que quand je vous parle, je sais de quoi je parle. Maintenant, il y a une diaspora politisée qui fait trop de bruit et qui a parfois raison. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose, je n'ai jamais eu à prendre la nationalité française, vous faites bien de le dire. Mais je suis de ceux qui pensent qu'enfin, écoutez, cette affaire-là, on peut l'octroyer désormais aux Camerounais. La double nationalité fait partie de la mondialisation. Mais c'est une recommandation du grand dialogue. Et c'est une recommandation du grand dialogue. On n'en a pas parlé dans son discours du parce que de fin d'année. On s'attendait à un calendrier d'exécution qui pouvait être dévoilé. C'est des Noufélé. C'est quand même du président de la République que vous parlez. Hein. Il a un calendrier sécuritaire. Il a priorisé. Non, c'est important. Il a priorisé les questions de sécurité. Et vous allez voir que parlant de cette diaspora, pour terminer, je voudrais quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une conciliation qui doit s'opérer entre nous tous ici, entre la diaspora et le Cameroun. Mais je crois que, tant qu'on aura des personnalités politiques, comme on le voit sur ce plateau, qui mettent toujours en avant, on tue, on fait ceci, on décapite, qui tue? Qui tue? De deux côtés. Non, ceux qui tuent, ce sont des criminels. Et sur ce plan, je voudrais quand même vous dire, Monsieur Fa, je voudrais calmement, vraiment vous dire quelque chose avec fermeté. Vous comprenez? Une minorité de criminels n'aura pas raison sur la majorité des Camerounais. Professeur oui. Que faut-il faire pour qu'un Cameroun nouveau prenne forme, comme le chef de l'État l'a laissé entendre dans son discours? Quand il y a autant de tensions qui ont cristallisé l'attention des Camerounais durant l'année 2019, nous sommes en 2020. Que faut-il faire pour qu'un Cameroun nouveau prenne forme? Deux choses pour un Cameroun nouveau. On ne construit pas un État avec les antidémocrates. Vous avez vu un certain parti politique à qui l'Union africaine a demandé les preuves de sa victoire. Ce parti n'a jamais répondu. Donc je pense d'abord que, première chose, qu'on cesse de croire que c'est la multiplication des partis politiques qui va régler le problème du Cameroun. Moi, je suis, sur ce premier point, en train de dire qu'il faut des patriotes et des nationalistes. Des patriotes. On a trop mis en place des partis politiques, mais on n'a pas mis en place beaucoup de nationalistes. Deuxième raison, la gouvernance. Et c'est là où je reviens sur le fond du discours où le président n'a pas donné de bilan. Vous savez, Paul Biya, pour moi, c'est le meilleur président du monde. Parce que dans son discours, oui, vous pouvez en rire, mais je vais le démontrer. Il sait que dans son camp, il y a des prévaricateurs. Paul Biya ne pouvait pas venir pour ce discours dire aux Camerounais, comme le ministre de la Santé a tenté de le dire, les problèmes de santé vont bien, on a multiplié les hôpitaux, on a fait, c'est faux. Paul Biya sait qu'il a du mal à avoir la canne, parce qu'on a par exemple un stade qui nous coûte aujourd'hui 300 milliards, alors que le même stade à Lille, au Stade de France, a coûté, en France, où la main-d'œuvre est plus chère, ce stade nous a coûté 72 milliards. Le même stade au Burkina Faso a coûté 18 milliards. Le président de la République sait également que vous avez une affaire pendante ici, l'affaire Bolloré. Il sait aussi que là, il y a eu des magouilles. Quand on vous dit qu'une multinationale comme Bolloré est sortie 7e, je ne suis pas pour Bolloré, mais je voudrais quand même en rire, parce que des prévaricateurs, ils ont même mis dans ce jeu, comme ils l'ont fait avec les problèmes de la CAN, la famille présidentielle. Donc Paul Biya devait vous présenter quel bilan? Il sait que le Cameroun, il a parlé d'un taux de croissance comme objectif, a été plombé par des prévaricateurs qui sont à ses côtés et qui ont pratiquement confisqué la fortune publique. Pour preuve, Monsieur Noufélé, citez-moi un seul projet structurant qui a été inauguré. Aucun. Le président le sait, parce que c'est le meilleur président du monde, parce qu'il a une vision, parce qu'il sait qu'à ses côtés, il y a des bandits. Et pourquoi ces projets structurants annoncés depuis de nombreuses années n'ont pas été inaugurés? Alors c'est le combat du président, avec des gens comme nous. Il faut aujourd'hui, quand il a parlé du Cameroun nouveau, c'est désormais avec des personnes de bonne volonté, venant du MRC,
venant du RDPC, venant du SDF, et même de vous, de la société civile, pour qu'on construise un grand Cameroun. Moi, je vous assure, M. Noufele, si dans ce pays, comme certains veulent le faire, on tente et on persiste à affaiblir le président Paul Biya, je vous assure, ce pays va s'écrouler. C'est compris. Alors, j'aimerais maintenant avec Fa Elvis. Il faut suivre Paul Biya. Fa Elvis, que faut-il pour qu'un Cameroun nouveau prenne forme cette année 2020? En quelques mots. Without deceiving the public, the only way that can get a new Cameroonian is new leadership. If anybody deceives you that the present one can give you new Cameroon, it's a farce. Thank you. Après, And of course, the president-elect is there. que faut-il dans ce contexte camerounais? Que faut-il pour qu'un Cameroun nouveau prenne forme? Il faudrait ramener la paix dans faut le des patriotes. ramener la paix dans le cœur et les esprits des Camerounais. Il faut une véritable réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale doit commencer par la nécessité entre nos frères et sœurs du nord-ouest et sud-ouest et ceux de ce côté francophone, à travers un gouvernement plus attentif, qui écoute davantage leurs problèmes et qui est davantage soucieux de la nécessité de résoudre ce problème afin que nous puissions avancer. Car aucun développement n'est possible sans la paix. Maître Lavoisier Sapi, en quelques mots, que faut-il pour un Cameroun nouveau cette année 2020? Déjà en 1997, le SDF avait proposé ce que le professeur Messanga vient de proposer, à savoir la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale qui regroupe l'ensemble de l'essentiel des partis politiques du pouvoir et de l'opposition, la société civile, la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution du Sénat, des institutions, la mise sur pied d'une commission électorale indépendante, l'organisation des élections libres et transparentes. Maintenant, il y a le problème de la crise anglophone. Il faut faire un dialogue véritablement inclusif pour régler ce problème avec une commission vérité-réconciliation dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est compris, merci messieurs. Je voulais ajouter Je remercie également. Je pense qu'autour du président, il faut aussi de nouvelles personnes. Vous, messieurs Lavoisier Sapi et Fa Elvis Taillon, d'être venus sur ce plateau. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.